Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez super bien. Ici Sabri, de Rendez-vous avec Sabri, donc podcast numéro 4. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Almis. Almis, c'est un jeune entrepreneur. C'est mon cousin en plus, donc ça tombe bien. Jeune entrepreneur dans le domaine du bien-être, tout ce qui est bien-être mental et physique. Et il va nous parler un peu de son parcours scolaire. Son parcours scolaire, donc bien sûr à Djibouti, est en France parce qu'il a vécu en France aussi. Il va nous parler un peu de son expérience en France en tant que Djiboutien, comment il a vécu là-bas. Ensuite de ça, il va nous parler un peu du yoga. Donc en fait, il a fait un gros voyage dans sa vie. Donc il a visité l'Inde. Donc il va nous parler un peu de son expérience en Inde et tout. Et à la fin, bien sûr, il va nous parler un peu de sa passion qui est le yoga. Donc le yoga étant c'est un art qui peut se transformer comme étant un exercice physique, donc qui peut être aussi mental avec le souffle et tout. Donc il va nous donner beaucoup d'expérience, il va nous donner beaucoup d'explications là-dessus. Donc il va nous expliquer un peu aussi le lien du yoga avec la société djiboutienne, donc comment les Djiboutiens voient le yoga. Il va nous démystifier un peu aussi comment les Djiboutiens voient le yoga aussi. Donc ce sera vraiment un bon podcast que vous allez découvrir beaucoup de choses, surtout le yoga. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment beaucoup connu à Djibouti. Donc on va laisser Almis se présenter. Donc welcome Almis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam Almis, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, alhamdulillah. Parfait, présente-nous un peu pour les mondes qui ne te connaissent pas un peu. Là, parle-nous un peu d'Almis, son enfance, sa vie à Djibouti, puis sa vie en France. On t'écoute mon ami. Alors, je m'appelle Almis Kennedy William Syed. J'ai grandi à Djibouti, j'ai passé toute mon enfance à Djibouti. Et après ça, j'ai eu mon bac à Kessel. Et je me suis rendu donc en France, à Toulouse, dans le sud de la France, pour pouvoir continuer mes études. Voilà. Ensuite, quand tu es aux études, j'imagine, tu as eu un métier là-bas. J'avais entendu que tu faisais un peu de l'immobilier et tout. Exactement. Parle-moi un peu de ta vie de Djiboutien là-bas. Là. Fait, comment ça c'est la transformation, le changement et tout. On t'écoute. Alors, en fait, comment dirais-je, la vie a été assez dure pour moi en France. Il y a eu en fait un grand décalage entre ma vie à Djibouti et ma vie en fait en France. Mais bon, j'ai fait une année sabbatique pour commencer déjà. Bien sûr, pour te ressourcer, puis mettre les idées en Voilà, place. exactement. Ça m'a permis vraiment de me retrouver et puis de vouloir vraiment de savoir vraiment ce que je voulais faire. Et puis en fait, voilà, j'ai fait des études en gestion et administration, donc en GEA. C'est bien. Gestion des entreprises et administration. C'est Et en quelle école? quelle école? C'était l'IUT de Paul Sabatier. Ok. Et ensuite, j'ai travaillé en tant qu'agent immobilier chez Guy Hockey. Voilà. Comment le yoga est venu dans ta vie? Est-ce que c'était quelque chose que tu pratiquais de façon privée depuis ta jeune âge, ou bien c'est quelque chose qui est rentré d'un seul coup comme ça dans ta vie? Alors en fait, pour les personnes qui me connaissent, j'ai toujours été en fait, même étant tout petit, très attiré en fait par tout ce qui était mystique, comment dirais-je, ninja, les mangas, tout ça. Et comment dirais-je, et en fait, je voulais devenir moine Shaolin à l'époque. Sérieusement? Oui, sérieusement. Ok, j'ai de sérieux. Oui, j'envisageais vraiment en fait de partir en Chine pour devenir moine Shaolin, parce que j'adorais en fait tout ce qui était lié en fait, comment dirais-je, Aux arts martiaux. aux arts martiaux. C'est ça, exactement. Voilà, effectivement. Combat. Au combat et tout ça, effectivement. Et après, en fait, en grandissant, en fait, j'ai perdu un peu tout ça de vue. Et puis, en fait, c'est une personne à Toulouse, justement, qui, en fait, durant une période très compliquée de ma vie, où j'ai vraiment vécu des moments très difficiles. Comme tout le monde, bien sûr. Exactement, où j'ai pu, comment dirais-je, renouer, en fait, avec le yoga. C'était comme par hasard? Tu marchais dans la rue, tu rencontres cette personne-là, ou bien c'était à travers un ami, ou comment cette personne est rentrée dans ta vie? En fait, cette personne-là, je l'ai rencontrée lors d'un forum sur le yoga, justement. Et en fait, elle m'a parlé directement. Et vu que je traversais une période un peu compliquée de ma vie, j'ai tendu l'oreille, en fait, et je l'ai écoutée.
Et cette personne-là, en fait, m'a aidé, en fait, dans ces moments-là. Waouh! Ouais. Donc, est-ce que cette personne-là était un support moral? Est-ce qu'elle te donnait plus des conseils de façon verbale ou bien c'était vraiment, c'était l'introduction du yoga à travers cette personne-là? Est-ce que c'est cette personne-là qui t'a introduit le yoga en fait? Comment ça s'est passé Alors déjà, en fait, rien que la personne en elle-même, déjà, était vraiment quelqu'un de formidable. Sa manière de parler, sa manière d'être, c'était vraiment quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et par la suite, en fait, quand j'ai su que, voilà, elle faisait le yoga et qu'elle était même très forte dans le yoga, Oui, OK, OK. elle connaissait plusieurs, en fait, plusieurs techniques qui sont vraiment très, très bien. Ça m'a permis, en fait, vraiment de sortir, en fait, de cet état, de dépression, OK. pour en fait envisager, un voyage en Inde. OK. Donc, c'est là que le voyage en Inde est venu. Donc, lorsque tu as été en fait comme cette personne-là, c'est comme étant un ange dans ta vie. Donc, Exactement, la seule exactement, difficile, elle vient dans ta vie, cette exact personne-là. Ensuite de ça, elle t'introduit le fondamental du yoga. Ensuite de ça, c'est là que la graine de voyager en Inde apparaît. Parfait. Ensuite, comment ça s'est passé? Parce que voyager en Inde, ça ne se passe pas comme ça. Là. Tu ne peux pas juste une journée se lever pour dire je vais partir en Inde Alors en avec fait la oui, famille et tout. Donc, c'est quand même longtemps que tu restes à un oui, pays quand même assez loin et tout. oui. Comment ça s'est passé là, Antico? Alors en fait, comment dirais-je? J'étais tellement désespéré que le voyage en Inde, en fait, était pour moi comme une libération. Carrément. Oui. Et je sentais, en fait, fort au fond de moi quelque chose qui me disait: «Il faut que tu ailles en Inde, il faut que tu ailles en Inde, il faut que tu ailles en Inde». Donc j'ai décidé de prendre mon billet sans même savoir qui m'attendait en Inde, sans même savoir qu'est-ce qui pouvait m'arriver en Inde. J'ai décidé de prendre mon billet et de voyager, et de faire ce voyage, en Inde. Parfait. Donc, le voyage en Inde, donc, tu es parti de la France, j'imagine, jusqu'à New Voilà, Delhi. exact Parle-moi un peu du trajet. voilà. Donc, En fait, donc je suis parti de Toulouse. Bon, j'ai fait une escale en Allemagne, jusqu'à New Delhi. Voilà. Ensuite, donc je suis resté quelque temps, à New Delhi, où j'ai logé justement chez une famille, djiboutienne. ah oui, c'est comme par hasard. Oui, voilà, comme Mhm. par hasard, qui était là pour C'est m'héberger. bien, ça, c'est bien. Un petit salut à la famille qui l'a hébergé en passant. Voilà, exactement. Continue, Quand ils se reconnaîtront. continue. Ensuite, Et en fait, voilà, après ça, voilà, je suis parti en fait, de chez eux pour entamer mon voyage dans l'Himalaya. OK. Donc là, de France, donc Toulouse jusqu'à New Delhi. New Delhi, ensuite de ça, tu prends un bus, tu prends quoi? Voilà, exactement. En fait, à partir de New Delhi, je prends un bus de nuit et voilà, qui était d'ailleurs exceptionnel parce que c'était un bus, vous savez, avec, les couchettes à l'intérieur. Tu peux dormir là si tu veux. Exactement, ouais, Cool, exactement, cool. avec les rideaux. Ah oui? Oui. Est-ce qu'il y avait une toilette à l'intérieur comme par hasard? Non, il y avait pas de toilette. Par contre, Ah, ce serait le luxe. là, ça serait le luxe, ouais. Continue. Ensuite, donc là, le trajet, ça dure combien? Donc New Delhi Donc, jusqu'à le trajet a duré à peu près, allez, peut-être 12 heures à peu 12 heures. près. Waouh, quand Oui, parce qu'on est parti à peu près à 20 h et nous sommes arrivés à peu près à 5 h du matin. même. OK. Voilà. Le trajet s'est très bien passé. On est arrivé, très, très tôt le matin dans les contreforts de l'Himalaya, c'est-à-dire, au début, en fait, des montagnes, où après ça, j'ai dû prendre, un taxi-brousse OK. qui m'a amené à travers les montagnes pour rejoindre, l'ashram. Comment c'était le trajet? Est-ce que le trajet était facile pour se rendre en fait jusqu'à l'Himalaya? Donc, surtout lorsque tu avais pris le taxi-bus, le taxi-brousse. Est-ce que c'était dangereux? Est-ce que tu as eu des frissons? J'ai entendu que quand même les routes sont sinueuses là-bas et tout. Oui, alors, je pense que c'était le trajet où j'ai le plus fait confiance en Allah de toute ma vie. Tellement là. Oui, et intéressant. Oui, oui, à ce point-là, parce que si vous voulez, au départ, c'était tranquille encore. Mais quand on a commencé à monter dans les montagnes et quand on a commencé, notre ascension, nous sommes passés en fait, par des endroits assez dangereux, avec, des routes qui zigzaguaient entre les montagnes et qui étaient, comment dirais-je, très, très fines en fait. Vous voyez? Ouais. OK. Est-ce que les deux autos pouvaient passer
un par l'autre ou bien c'était comment? En fait, c'était juste. C'était juste, c'était juste. Ok. C'est-à-dire que le chauffeur devait en fait, klaxonner à chaque tournant, pour pouvoir, Avertir l'autre qu'il arrive. exactement. Donc j'étais accroché à mon siège, le cœur qui battait la chamade, mais je faisais rien paraître parce que je dois être fort. Bien sûr, bien sûr. Ensuite de ça, tu vas au monastère, j'imagine. C'est un monastère ou c'était quoi exactement? Non, en fait, c'est un ashram. Ok. C'est quoi la différence entre un monastère et un ashram? Alors un monastère, dans le monastère, en fait, on va étudier les textes sacrés, hindouistes, voilà, on va étudier tout ce qui est lié, en fait, à la religion hindouiste. Et dans un ashram, en fait, il y a les 2. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'étude des textes et donc la récitation des mantras et de l'autre côté, il y a, les asanas, c'est-à-dire, toutes les postures, en fait, comprises dans le yoga. Carrément. Ouais. Donc là, est-ce que tu es habité dans le ashram ou bien tu habitais à l'extérieur de ashram? C'était comment la vie en ashram exactement? Alors j'ai une petite anecdote justement, à ce sujet-là. J'étais parti justement pour, habiter, dans l'ashram effectivement. Mais, en passant, j'étais fatigué d'ailleurs ce jour-là, mon sac pesait lourd sur mon dos et je suis passé devant l'ashram et il y a quelque chose qui m'a dit: «Non, t'arrêtes pas ici, continue ta route». Ok. Donc j'ai continué ma route et là, en continuant ma route, je suis tombé sur, un homme en fait, qui était là à côté d'un arbre posé juste à un tournant. Et je regarde cet homme-là, je dis: «Mais OK, c'est un homme, il est là, d'accord, enfin OK». Je continue, je passe ma route et là, il m'appelle: «Hey mister», En anglais en plus. en anglais, Ok, exactement. ok. Continue. Et je dis: «Yes, what's happened?» Il m'a dit: «Where are you going? Ashram is here. Where are you going there?» Et là, je lui réponds: «No problem, I have my tent in my bag, so I'm going somewhere. Ok. I'm going to sleep in the mountain», je lui dis. Ok. Et là, c'était en fait tellement quelqu'un de, comment dirais-je, avec un cœur qui m'a dit: «Viens vers moi». Il voyait en fait que j'étais fatigué, mes jambes tremblaient. Donc je suis allé vers lui et il m'a dit, il m'a attrapé la main et il m'a dit: «You're gonna sleep at my house». Wow. Voilà. Donc là, c'est là que il s'appelle comment le monsieur déjà? Alors, j'ai totalement oublié son nom, au jour d'aujourd'hui, mais on est toujours encore, il s'appelle Belwal, voilà. Belwal, ok, ça va. Belwal, voilà, Belwal. Parfait. Donc là, il t'accueille chez lui. Il habitait tout seul, il habitait avec sa famille ou c'était comment la dynamique chez lui? Alors, il habitait avec, sa femme et son fils. Il avait 2 enfants, un aîné qui avait voyagé et son plus jeune fils qui lui habitait avec lui dans la. Avec eux, ok. Puis lui, est-ce qu'il était un maître yogi ou c'était quoi exactement? Alors, C'était un citoyen normal qui te voyait passer ou? en fait, oui, c'était un citoyen normal en fait, qui a tout simplement, en fait, voulu m'aider en voyant quelqu'un, en fait, de totalement perdu qui passe son chemin et qui sait pas, en fait, où il va exactement. Ça, c'est vraiment une âme noble là-dessus, c'est un geste qui est noble. Maintenant, là, tu rentres dans le monastère, en fait, pas, tu rentres dans le yoga, donc à 100%, tu Voilà. connais la base et tout. Parle-moi un peu de ta vie dans le chakra. T'es quoi? Alors, en fait, la En fait, vie une journée normale, mettons une journée, tu te lèves, comment ça fonctionne là-bas pour quelqu'un qui veut? dans l'ashram est rythmée par plusieurs disciplines. Alors, en fait, moi, j'esquivais tout ce qui était cours hindouiste et tout ça Oh. parce et tu as vu que je suis dedans, je ne sais pas, assister à ces cours-là, mais j'allais aux cours de yoga, par contre, qui avaient lieu donc juste après. Et juste après, en fait, une fois qu'on avait fini le cours de yoga, on avait donc, la possibilité donc, d'aider en fait les gens présents sur place en amenant de l'eau du Gange, comment dirais-je? En arrosant les plantes, voilà, donc en aidant en fait, au maintien en fait, de la société qui vivait sur place. Ok, donc vous étiez là, vous contribuez comme étant des bénévoles qui s'occupent de Exactement. la propriété, puis la beauté de village et tout. Parle-moi un peu de la nourriture. C'était comment la nourriture là-bas? La température, c'était comment? Alors, la nourriture, je mangeais beaucoup de chapati. Chapati, c'est quoi exactement? Chapati, c'est une galette en fait, qui est faite en Inde en fait et qui est vraiment très, très bonne et avec ça donc on mangeait, beaucoup de lentilles, voilà. Un régime plus végétarien. Un régime très végétarien, oui. Ok, Exactement, intéressant. exactement. Maintenant, parle-moi un peu de ta passion. Donc, c'est là que visiblement, tu as eu la piqûre de
du yoga. C'est là que tu as su que c'était vraiment ta passion, ta vocation. Puis c'est de là que tu voulais rentrer. Parle-moi un peu de la rencontre entre Almis et le yoga. Comment ça s'est passé? Alors en fait, la rencontre avec le yoga, c'est très simple. C'est en fait, comment dirais-je? C'est en fait Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a guidé en fait vers quelque chose en fait qui pouvait aider en fait les gens. C'est vrai que ça aide énormément. Parle-moi un peu maintenant du bienfait du yoga, là. Pour les personnes, je vous sais, je ne Alors connais pas exactement. exactement. Alors tout bienfait déjà vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et aucun autre bienfait vient de qui que ce soit d'autre. C'est- Et le yoga en fait, ça permet quoi? En fait, ça permet en fait de relaxer son corps, mentalement et physiquement. Ok. Alors, physiquement, ça permet de corriger la posture. Ça permet, par exemple, de soulager les maux. Par exemple, les maux de dos. Je sais que beaucoup de gens souffrent de maux de dos, surtout dans le bas du dos. Ça permet aussi d'amplifier la respiration en faisant donc des pranayamas, des exercices de respiration. Ça permet aussi comment dirais-je, de réguler en fait la tension artérielle, et ce qui permet en fait d'éviter bon nombre de maladies, notamment des maladies cardiovasculaires. Wow, ok. Et au niveau mental, en fait, ça permet voilà, de pouvoir en fait se retrouver en soi-même et de pouvoir intégrer en fait notre corps. Parce que la plupart du temps, les gens sont souvent dans leur esprit, vous savez. C'est vrai. Ils pensent beaucoup à qu'est-ce qui va se passer demain. C'est vrai. Le stress de l'écoute du quotidien, il y a facture à payer. Exactement. Du coup, ils sont beaucoup en fait perdus dans les pensées. Et en fait, le yoga va permettre en fait de revenir en fait dans son corps et d'intégrer en fait son cerveau. Intéressant. Donc, ça veut dire que, vu avec notre habitude d'être absorbé par notre stress quotidien, on oublie notre lien que nous avons avec le corps, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, c'est un des bienfaits que, parce que moi personnellement, si on regarde vraiment une des utilités que le yoga pourrait m'aider, c'est vraiment la posture lorsque je prie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu de difficulté à plier les genoux lorsqu'ils font la prière. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller par rapport à ça comme posture? Alors moi, en fait, dans le yoga que je propose, dans Arvin Yoga, nous allons travailler en fait 4 points focaux qui sont la concentration, le renforcement, la sensation et la méditation. Ok. Alors dans ces 4 points-là, en fait, nous allons travailler donc spécifiquement pour atteindre un objectif. Ok. Vous voyez? Et donc, bon, pour les postures, hein, ce sont en fait comment dirais-je, nos tendons, si vous voulez, qui se sont agglutinés avec le temps et qui en fait forment maintenant une sorte de muraille. Vous savez, comme si on était. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y a moyen de corriger ça ou... Oui, bien sûr, il y a moyen de corriger ça à travers justement les asanas, les postures, avec le temps. Bon, en fait, on ne peut pas régler tout en un claquement de doigts. Ok. C'est-à-dire qu'il faut être discipliné, il faut être motivé et il faut avoir envie d'évoluer. Ok. Intéressant. Maintenant, parle-moi un peu de ton expérience ici, parce que là, tu as eu tout ce voyage, tu as été en Inde, tu revenais à Djibouti et tout. Oui. Parle-moi un peu maintenant de la perspective que les Djiboutiens ont du yoga. Comment les Djiboutiens voient le yoga? J'imagine que tu t'es renseigné un peu, tu as eu des échos là-dessus. Oui. Comment les Djiboutiens voient le yoga d'abord? J'imagine Alors, ils voient de façon un peu religieuse le fait qu'il y a l'Inde à l'intérieur. oui, en fait, exactement, c'est une très très bonne question. En fait, les gens confondent beaucoup, font un amalgame entre le yoga et l'hindouisme. Ok, je comprends. Vous voyez? La religion yoga, en fait, la religion hindouisme est différente que le yoga qui est une discipline, elle. Le yoga était déjà là avant l'hindouisme, a toujours été là de tout temps. Sauf qu'à l'époque, on n'appelait pas ça le yoga, c'était tout simplement des étirements. En fait. Vous voyez? Et en fait, la population djiboutienne, en fait, comment dirais-je, a cet amalgame-là et ne comprend pas en fait que le yoga en fait peut en fait les aider effectivement à mieux se retrouver en réalité, à mieux se retrouver. Même c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour moi parce que avant de partir en Inde, je suis musulman mais je ne pratiquais pas. Vous voyez, je n'étais pas pratiquant. En Inde, en fait, j'ai appris à prier. Oui, c'est incroyable. Là, tu as eu l'amour de la religion musulmane. Exactement. Tu as été C'est exactement ça en fait. J'ai eu l'amour de la religion musulmane en fait
part en fait en étant discipliné avec le yoga. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois ça, je vois ça. Parce que le yoga en fait vous ramène en fait à qui vous êtes vraiment et à ce que vous voulez vraiment au fond de vous, vous voyez? Ouais. Parle-moi un peu j'imagine que tu as déjà donné des cours ici à Djibouti Oui. concernant le yoga et tout. Parle-moi un peu des endroits où tu as déjà donné des cours et où est-ce qu'actuellement tu donnes des cours? Alors, je donne des cours donc à Ayla Hotel, à Berbera Café et à Eke Events. Parfait. Voilà. Donc maintenant, est-ce que c'est plus des Djiboutiennes femmes qui viennent te voir en général, ou bien c'est plus des hommes, ou bien ça commence à... Parce que c'est vrai que le yoga, c'est automatiquement bien sûr, pour les idées, pour les personnes de monsieur, madame, tout le monde, c'est plus les femmes qui ont cette... on a cette perspective-là, c'est un sport. En fait, c'est un élément pour les femmes. Est-ce qu'à Djibouti, il y a des hommes qui viennent participer, ou bien c'est plus encore les femmes qui participent à tes cours de formation, ou bien c'est plus des étrangers? Comment ça fonctionne concernant tes clientèles? Alors, c'est surprenant, mais la plupart de mes clients sont des femmes djiboutiennes. Intéressant. Oui. Jeunes, âgés ou mélange des... En fait, c'est un mélange des deux, intéressant. exactement. Oui. Intéressant. Parfait. Donc, pour les personnes qui voudraient en fait te contacter, réserver une séance de yoga et tout, où est-ce que le monde peut te rejoindre? Alors, on peut me retrouver sur Instagram à travers Arbin Yoga Djibouti, Oui. qui est ma page Instagram. On peut aussi me retrouver sur mon site internet qui sera bientôt disponible, qui sera arbinyoga.djibouti. Et aussi, on peut me retrouver sur mon numéro de téléphone qui est le 75 23. Parfait. Donc, ce côté-là, c'est bien. Maintenant, parle-moi un peu du podcast. On a discuté d'un podcast que tu es en train de travailler pour démystifier le yoga pour les Djiboutiens et Djiboutiennes. Parle-moi un peu du yoga qui va quand même toujours garder le même nom de ton branding. On t'écoute. Alors, oui, effectivement, je compte créer une chaîne YouTube à travers laquelle, Inch'Allah, je pourrai partager et les gens pourront aussi, comment dirais-je, me trouver facilement et pourront aussi comprendre en fait quel est mon objectif. C'est ça, exactement. L'objectif en fait C'est du ça, yoga à quoi, Djibouti. c'est ça, exactement. C'est quoi l'objectif de ta chaîne YouTube que tu vas créer? Est-ce que c'est pour donner des cours, pour éduquer les Djiboutiens, c'est quoi exactement le yoga, pour donner des conseils santé mentale, ou bien c'est de tout ça en fait? Alors en fait, ce sera voilà un regroupement en fait de tout ça, c'est-à-dire il y aura donc le côté santé, bien-être, le côté alimentation et le côté yoga. Parfait, Voilà. excellent. Donc oui. Donc, à travers tout ça maintenant, comment toi tu vois l'avenir du yoga ici à Djibouti? Est-ce que tu vois qu'il y a un potentiel? Est-ce que tu vois que les Djiboutiens ils ont commencé à ouvrir les yeux pour pouvoir appliquer ce type d'art? Parle-moi un peu là-dessus. Oui, alors en fait, vous savez, le yoga en fait, c'est quelque chose de très personnel à une population. Ok. Par exemple, quand le yoga a été, comment dirais-je, et donc a été assimilé et comment dirais-je, créé, enfin plutôt assimilé en Inde, les Indiens en fait ont vraiment poussé, c'est-à-dire la connaissance du yoga. Vous voyez? Ils ont vraiment poussé la connaissance du yoga à un bon point. Maintenant, le yoga a traversé la frontière et est passé du côté européen. Et du côté européen maintenant, ils ont aussi fait avancer le yoga de leur manière, avec justement le yoga prénatal qui a été inventé par une Française qui est Madame Bernadette de Gasquet. Vous voyez? Donc moi, mon objectif, c'est quoi? Ce serait en fait de encore plus pousser le yoga à Djibouti et de pouvoir dire, voilà le yoga djiboutien. Ok. Voilà l'identité là, voilà, du yoga. d'assimiler en fait le yoga à la culture djiboutienne. Non, d'assimiler le yoga dans la culture djiboutienne. Enfin, Vous voyez? ça, c'est mieux, c'est bien parlé, c'est bien parlé. Mais écoute, on a fait le tour du podcast. J'ai vraiment un plaisir de Merci. t'avoir accueilli aujourd'hui. J'espère que les Djiboutiens vont être plus sensibilisés concernant le yoga, ce qui est quand même quelque chose qui est très, très fascinant à découvrir. Moi aussi, je vais être abonné, donc je vais essayer de suivre Almis concernant son projet, parce que je dois quand même corriger certaines postures, surtout lorsqu'on je prie et tout. Donc, c'est parfait. Le mot de la fin, est-ce qu'il y a des monde que tu veux remercier? Est-ce qu'il y a des professeurs? Il y a ta famille? Est-ce qu'il y a du monde que tu aimerais remercier là? On t'écoute. Alors déjà, j'aimerais remercier ma mère en tout lieu
qui m'a beaucoup aidé dans toutes mes démarches. Je souhaiterais aussi remercier, ma famille, mon père, mon frère, ma sœur, qui m'aident énormément aussi dans mes démarches. Je souhaiterais aussi remercier ma Marou, qui est aussi toujours là pour moi et qui m'aide à chaque fois et qui C'est vrai, hein, j'ai démarré récemment, là, toutes mes félicitations. Enfin, Je voudrais aussi te remercier toi, ça fait plaisir que pour m'avoir reçu aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. C'est toujours un plaisir de supporter les jeunes, surtout la diaspora, surtout qui sont dans l'entrepreneuriat et tout. Donc, lancer un domaine qui n'est pas vraiment bien connu à Djibouti, c'est un défi, mais on est là pour supporter, puis on est là pour te motiver. Donc, je vais demander à tous nos auditeurs de supporter Almis. Donc, bien sûr, tous ces coordonnées vont être inscrits dans la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et juste avant de terminer Oui, aussi, oui. il y avait quelque chose que je voulais dire. T'écoutes, mon ami. Nous organisons une journée porte ouverte avec le ministère de la Santé le 25 juin, gratuite pour tout le monde, au niveau de la plage de la Cesta. Ok, parfait. Donc Tout le voilà. monde peut se rejoindre. Donc tout le monde peut venir, voilà, ça sera gratuit, voilà. Donc, il va y avoir une séance de formation géante que tu vas donner à tout le monde qui va être là. Il faudra, j'imagine, apporter un tapis ou quelque chose. Non, même pas. Tout va être fourni. Oui, exactement. En fait, nous allons travailler directement en fait sur une base déjà solide qu'on va préinstaller là-bas. Mais si les gens veulent amener leur tapis, bien sûr, ils peuvent venir avec leur tapis, il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, encore la date? Alors la date, c'est le 25 juin, Inch'Allah. Parfait. À quelle heure? Ce sera vers l'après-midi. On n'est pas encore sûr de l'heure, mais je vous tiendrai informé sur mes réseaux. Parfait.